Voilà, donc ce soir, nous allons entendre parler du soleil, le soleil sous toutes ses faces, devant, derrière, en haut, en bas, et en particulier les observations par satellite. Alors c'est Nicole Villemer qui travaille au LESIA, à l'Observatoire de Meudon, qui va nous présenter son travail, nous raconter toutes sortes de choses sur le soleil. Nicole est une très vieille amie à moi, je ne vous dirai pas depuis combien d'années, parce que ça commence à nous faire peur à toutes les deux, mais on a fait une bonne partie de nos études ensemble, donc c'est une vieille amie. Et en fait, c'est une vieille amie, mais quand on dîne ensemble, on évite de parler travail parce que les maris ne sont pas d'accord. Donc finalement, je ne sais pas très bien ce qu'elle fait. Alors je vais enfin combler cette lacune ce soir et apprendre ce qu'elle fait. Nicole nous fait l'amitié de venir ce soir, bien qu'elle soit très très enrouée. Elle aurait pu déclarer forfait, elle est quand même venue, donc voilà, elle nous demande de nous excuser. Elle a sucé des pastilles toute la journée, elle a bu de la tisane de grand-mère, m'a-t-elle dit. Voilà, bon, on espère qu'elle va encore tenir une heure. Si vraiment sa voix ne tient pas plus d'une heure, on sera peut-être obligé d'abréger un peu les questions. Mais voilà, c'est elle qui nous le dira. Donc merci Nicole. Bon. Merci. Donc, je suis vraiment désolée parce que j'ai la voix très cassée aujourd'hui. Donc, j'espère qu'effectivement, elle va tenir pendant une heure. Et surtout, que ça n'est pas trop désagréable pour vous de m'entendre parler avec cette voix cassée. Donc, je voudrais remercier Florence de m'avoir invitée à parler du soleil. Le soleil, c'est un astre qui a été observé, étudié depuis fort longtemps. Mais ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est encore un sujet d'étude tout à fait d'actualité, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir sur le soleil, et qu'à l'heure actuelle, nous avons la chance d'avoir de nombreuses observations à bord de satellites qui montrent des aspects tout à fait fascinants et originaux du soleil. Alors déjà, vous avez ici, j'espère que le film va marcher, voilà, donc déjà, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une image du soleil qui peut paraître un peu étonnante. Ce n'est pas une image qu'on a l'habitude de voir avec ses yeux ou avec des jumelles, mais en fait, c'est une image obtenue par l'instrument AIA à bord du satellite Solar Dynamics Observatory. Et c'est une image de l'atmosphère du Soleil dans une raie UV qui montre en fait le plasma, la matière chaude de l'atmosphère solaire. Et ce que l'on peut voir aussi ici, c'est aussi la grande dynamique de cette matière. Alors ici, vous avez seulement une partie. Ici, vous avez le bord du Soleil. Vous voyez que l'atmosphère du Soleil n'est pas du tout homogène. Il y a des régions qui sont beaucoup plus brillantes que d'autres. Par exemple, ici, on verra que c'est associé en fait à la présence de taches en dessous. C'est lié à l'existence de régions actives dans l'atmosphère du Soleil. Vous voyez par ailleurs qu'il y a des régions qui sont un peu plus sombres parce qu'elles sont plus froides et donc elles émettent moins de rayonnement UV. Et puis, vous voyez, à partir donc de cette région active, vous voyez l'expulsion, l'envol de matériel qui forme une espèce de bulle. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des éjections de masse coronale. Et donc, je vais beaucoup vous parler de ces éjections de masse coronale qui représentent de la matière du Soleil qui est éjectée avec des vitesses qui vont aller de 400 à 2000 km par seconde pour les plus rapides. Donc, si on retourne maintenant aux observations traditionnelles en physique solaire, il est clair que au début du XVIIe siècle, ce qu'on observait sur le Soleil, c'est essentiellement les taches. Et ça, c'est depuis que Galilée,
depuis l'utilisation des lunettes astronomiques. Donc là, vous avez un des premiers dessins qui représente donc des taches à la surface du Soleil. Ici, c'est un autre astronome, un jésuite, Christoph Scheiner, qui a observé également le passage de taches sur la surface du Soleil. Alors, en fait, on sait maintenant que ces taches, elles sont vraiment à la surface du Soleil et qu'elles sont liées à la présence de champs magnétiques à la surface du Soleil. Et ce sont ces champs magnétiques qui vont être à l'origine de l'activité éruptive et de l'activité de type CME. Alors, à l'heure actuelle, on peut continuer à observer de façon, entre guillemets, traditionnelle, c'est-à-dire en utilisant des rayonnements dans le domaine optique, dans les longueurs d'onde visibles, on peut continuer à observer les taches à la surface du Soleil. Alors c'est le cas ici, par exemple, d'une série d'observations qui ont été faites à l'Observatoire de Meudon en 2004, où vous voyez le passage d'une tache. Donc ce sont des images qui sont prises jour après jour, et vous voyez les taches solaires qui passent du bord est au bord ouest. Alors attention, les physiciens solaires ne sont pas très gentils parce qu'ils ont l'habitude de mettre l'est de ce côté-là et l'ouest de ce côté-là. Donc c'est quelquefois un petit peu perturbant parce qu'en fait, l'idée c'est d'avoir la même convention que sur Terre, c'est-à-dire que le Soleil tourne sur lui-même de l'est vers l'ouest. Mais c'est vrai que pour un terrien, c'est un peu perturbant. Et ça crée d'ailleurs quelques problèmes quand on est en voiture, par exemple. Parce que pour moi, l'Est est toujours de ce côté-là. Donc si je dis à mon mari qu'il faut aller à l'Est, ça pose quelques problèmes. Voilà. Donc on peut continuer à observer ces taches à l'Observatoire de Meudon. On a des collections de clichés comme ça depuis le début du XXe siècle. Vous voyez ici un détail de la surface du Soleil observé aux Canaries, à La Palma, et vous voyez que, évidemment, entre ce type de dessin et les observations que l'on a à l'heure actuelle, il y a eu énormément de progrès. On voit ici donc les taches, mais on voit aussi tous les détails de la structure du Soleil qui sont au voisinage de ces régions. Et puis vous voyez ici aussi d'autres structures dont je ne parlerai pas dans mon exposé, qui est ce qu'on appelle la granulation et qui est liée à l'apport, aux cellules de convection qui apportent la chaleur de l'intérieur de l'étoile à la surface. Moi, je vais vous parler essentiellement de ce qui est lié au champ magnétique et donc de ce qui est lié à la présence de ces taches et des conséquences que ça va avoir sur l'activité solaire. Alors, comme je l'ai dit peut-être déjà, oui, on a énormément de chance à l'heure actuelle par rapport aux astronomes d'il y a 100 ans. Alors que ce soit pour regarder le Soleil ou en astrophysique en général, parce qu'avant 1960, où on a commencé à faire des observations dans le domaine des ondes radio, les astrophysiciens et les physiciens solaires, ils ne voyaient qu'une partie du rayonnement qui venait du Soleil et des astres, car on voyait essentiellement le rayonnement dans la bande visible. Et vous voyez qu'ici, sur cette image qui représente tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire tous les rayonnements qui font donc des grandes longueurs d'onde, le domaine radio, jusqu'aux extrêmement courtes longueurs d'onde, les rayonnements gamma, jusqu'aux années 1960 à peu près, on ne pouvait observer les objets que dans cette petite bande. Donc, on continue à le faire d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on avait des informations sur le Soleil, la surface du Soleil, qu'on connaissait l'existence de taches, mais aussi de filaments. Mais depuis les années 1960, on a eu la chance d'avoir accès à d'autres longueurs d'onde dans le domaine radio, et on a commencé à observer
tous les objets astrophysiques, y compris le Soleil, avec des instruments radio. Et on continue à le faire d'ailleurs, puisqu'on a encore des instruments à Nancy, c'est le 3e site de l'Observatoire de Paris. Donc on peut encore observer le Soleil et l'activité solaire à partir des ondes radio. Mais surtout, on a aussi eu la chance qu'à partir donc, des années, en gros, je dirais 1980, on a eu beaucoup de satellites d'observation qui ont été lancés et qui permettent d'observer le Soleil et tout l'univers, en fait, dans toutes les gammes de rayonnement, que ça aille de l'ultraviolet, rayons X, rayons gamma, éventuellement infrarouge. Et ça donne accès à des phénomènes complètement différents, et en particulier en ce qui concerne l'activité du Soleil, on va voir qu'on voit des choses très impressionnantes quand on observe le Soleil dans les rayonnements UV, X et gamma, parce que c'est là qu'on a des traces de beaucoup d'activités. Et également la possibilité d'avoir des observations satellitaires, ça nous a permis aussi d'observer par exemple ces nuages magnétiques que sont les éjections de masse coronale, dont on n'avait absolument aucune idée de l'existence avant l'ère satellitaire. Alors, aujourd'hui, on a énormément de satellites qui peuvent observer le Soleil, non seulement le Soleil, mais son environnement qu'on appelle l'héliosphère. Donc ça, l'héliosphère, c'est la bulle autour du Soleil qui est baignée par le vent solaire qui part en permanence du Soleil. Et cette bulle, en fait, c'est ce qui nous protège du milieu interstellaire qui est plus loin. Donc à l'intérieur de cette bulle, appelée héliosphère, le milieu est dominé en fait par le Soleil, par le rayonnement, mais par aussi le vent solaire, donc ce flux de matière qui part en permanence du Soleil et qui se propage dans le milieu interplanétaire, là où il y a les planètes. Donc, beaucoup de satellites qui permettent d'observer le Soleil. Donc, alors là, ce n'est pas du tout à l'échelle, hein. Ici, vous avez le Soleil. Ici, vous avez la Terre, qui a elle-même un champ magnétique. Et l'interaction, et ce champ magnétique, en fait, le vent solaire, donc la matière qui part en permanence du Soleil, interagit avec le champ magnétique de la Terre, le comprime et l'étire vers l'arrière. C'est ce qui lui donne cette forme un peu étirée vers l'arrière. Et en amont, on a ce qu'on appelle une onde de choc. Donc c'est là où le vent solaire se ralentit, contourne l'obstacle de la Terre. Mais en même temps, cette frontière ici qu'on appelle donc la magnétopause, et puis tout ça, c'est ce qu'on appelle la magnétosphère, c'est ça qui nous protège en partie des effets nocifs de l'activité solaire, par exemple les particules, mais aussi les nuages magnétiques. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que non seulement nous avons beaucoup de satellites à l'heure actuelle qui observent le Soleil, donc vous avez sans doute entendu parler de SOHO, parce que c'est un satellite assez ancien, mais il marche toujours. Il y a aussi des satellites qui permettent de mesurer les paramètres du vent solaire quasiment à l'orbite de la Terre. Et puis, vous avez de l'autre côté donc de la frontière un certain nombre d'instruments qui, pour certains, observent le Soleil et pour d'autres, peuvent permettre d'étudier finalement l'interaction du Soleil avec l'environnement terrestre. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment où on a beaucoup d'informations sur ce système Soleil-Terre. Alors par rapport à l'astronomie, à l'astrophysique en général, l'avantage que l'on a aussi, c'est que non seulement on peut faire des images de l'astre et mesurer des spectres, enfin des images, de la spectroscopie, comme on fait en astronomie, en astrophysique en général, mais en plus, parce que le Soleil, le vent solaire n'est pas si loin que ça finalement, et l'environnement terrestre est quand même à côté, on a également des mesures des paramètres du milieu, donc des mesures in situ. Donc on peut combiner tout ce qui est de type image,
qui nous donne des informations, donc par exemple sur la façon dont évolue la couronne, avec des mesures quasiment à l'orbite terrestre. Et ça, c'est très utile pour comprendre finalement ce qui vient du Soleil et qui va influencer notre environnement terrestre. Alors pendant que je parlais, vous avez dû voir passer X fois ce film ici, qui est à nouveau donc, un film de l'instrument AIA de SDO. Alors en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs couleurs dans l'image, parce qu'en fait, il y a 3 images qui sont superposées. Donc les couleurs différentes correspondent à des rayonnements UV différents. Ce n'est pas tellement ça qui est important, c'est que les différentes raies sont en fait produites par de la matière à différentes températures. Donc en fait, là, ce que vous voyez, c'est l'atmosphère du Soleil, une partie de l'atmosphère du Soleil et son évolution, telle qu'on peut l'observer avec de la matière qui a la température allant de plusieurs dizaines de milliers de degrés à plus de 2 millions de degrés. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, l'atmosphère du Soleil n'est pas du tout un milieu avec une seule température, mais c'est un milieu chaud, de l'ordre de 1 million de degrés, avec une structuration en température. Et là, donc, vous avez vu passer plusieurs fois donc, l'éjection d'un filament qui est éjecté, qui va se transformer en éjection de masse coronale. Et vous avez sans doute vu retomber de la matière sur la surface du Soleil. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir que quand cette matière retombe, eh bien, elle interagit avec le plasma ambiant et ça donne à nouveau un phénomène d'embryoncement. Alors, encore mieux. Donc, non seulement on a plein de satellites au niveau de la Terre qui nous permettent de voir le Soleil comme si on était sur Terre, mais mieux, mais on a également, depuis les années 2008, la possibilité d'observer, je ne vais pas dire les faces cachées du Soleil, mais bon, parce que le Soleil tourne, donc il n'y a pas vraiment de face cachée en permanence, mais on peut observer avec d'autres sondes ce qui se passe derrière le Soleil, derrière la face que nous, on ne voit pas. Ce qui fait qu'on peut avoir une représentation quasiment à 3 dimensions des phénomènes qui se passent à la surface du Soleil et des perturbations qui sont éjectées vers le Soleil dans le milieu interplanétaire. Alors, ce que vous avez ici, donc là, on est déjà en 2011. Vous avez le Soleil ici, la Terre est ici, et ce que ça vous montre, c'est les orbites des planètes intérieures, là. Et puis en rouge et bleu, vous aviez la trajectoire des 2 sondes stéréo A et B. Donc, quand elles ont été lancées, elles étaient toutes les 2 près de la Terre. Et à l'heure actuelle, elles sont quasiment toutes les 2 derrière le Soleil par rapport à nous. Il y a eu un moment, en particulier vers 2010, où les 2 sondes, donc la Terre était là, et les 2 sondes étaient quasiment à 90 degrés de la direction Soleil-Terre. Donc en fait, on voyait les phénomènes en provenance du Soleil, à la fois comme si on était sur Terre, mais comme si on voyait les côtés du Soleil. Et c'est, par exemple, ce qui est représenté ici. Donc je vais passer un petit peu de temps pour vous expliquer ce qu'on voit, parce que c'est un peu compliqué. Donc, vous avez ici 2 fois les mêmes types d'observations, mais ça, c'est un des satellites qui voit le Soleil sous cette direction, et là, c'est l'autre des satellites qui voit le Soleil sous cette direction. En bas, vous avez une combinaison d'observations qui viennent de différents instruments à bord de stéréo. Au milieu, le petit rond jaune, en fait, c'est le Soleil. Ce serait le Soleil, le disque solaire, tel qu'on le verrait à l'œil nu, ou avec, pas à l'œil nu, mais avec des instruments en optique. Autour, vous avez
les observations de 2 instruments qu'on appelle des coronographes. Donc, ce sont des instruments qui permettent, le principe c'est d'occulter le disque solaire, de faire une éclipse artificielle et d'observer, et du coup de pouvoir observer la couronne du Soleil. Donc, je rappelle que le coronographe, ça a été inventé par un Français qui s'appelait Liu, et qu'à l'heure actuelle, tous les satellites d'observation solaire ont des coronographes. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes que ceux que Liu a développés dans les années 1930, mais on a cette technique de coronographie sur tous les satellites d'observation solaire. Alors là, ce que vous voyez en fait, donc par exemple, prenons cette image ici. Donc vous avez le temps qui défile ici. Donc ça, c'est le champ le plus externe du coronographe. Vous voyez qu'il y a des objets dans le ciel qui se déplacent assez vite. Quelquefois, on voit des planètes, des comètes. Et surtout, ce qu'on voit ici, ce sont ce qu'on appelle les jets coronaux, donc la structure de la couronne solaire assez loin de la surface du Soleil. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est que de temps en temps, il y a des espèces de bulles de matière, j'espère que vous les voyez, qui partent du Soleil, qui s'échappent du Soleil, et c'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale. L'image en vert, c'est un autre coronographe qui permet de voir un peu plus à l'intérieur ce qui se passe. Et là, vous avez donc les observations simultanées des 2 côtés du Soleil. Donc là, je ne sais pas, vous avez vu, il y a une bulle ici qui part par là, une autre qui part par là, mais en fait, c'est la même bulle. On la voit des 2 directions. En haut, le petit rond au milieu, ça correspond à cette image ici. Donc ici, vous avez un rayon solaire. Je dirais qu'ici, vous avez à peu près 10 rayons solaires à l'œil. Et donc, ce que vous voyez au-delà, c'est également des images qui viennent d'autres instruments sur stéréo et qu'on appelle des imageurs héliosphériques. Et sur les sondes stéréo, c'est la première fois qu'on a eu ce type d'instrument. Ça permet de voir la propagation de ces perturbations beaucoup plus loin que le champ des coronographes. Donc comme vous voyez ici, par exemple, je vois cette masse de matière qui part du Soleil et je peux la suivre très très loin. On la voit encore ici dans le champ de cet héliographe et on peut voir la propagation de ces perturbations quasiment jusqu'à l'orbite terrestre. Donc on a une vision assez complète en fait du Soleil et de son environnement, même si elle est ponctuelle parce qu'on observe quand même qu'à quelques points dans l'héliosphère. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de continuer à observer le Soleil? Alors, d'une part, c'est intéressant pour faire de la recherche fondamentale sur un certain nombre de processus qui ont lieu, en particulier dans l'atmosphère solaire, parce que moi je vais être assez sélective ici, je ne vais pas vous parler de problèmes qui ont trait par exemple à la génération du champ magnétique, ça c'est un autre sujet. Mais c'est intéressant de continuer à comprendre comment l'activité solaire est générée, comment le champ magnétique qu'on observe, enfin, qui est concentré ici dans les taches, comment ce champ magnétique, pourquoi ce champ magnétique est à l'origine de phénomènes éruptifs, comment on produit les éjections de masse coronale, comment elles vont ensuite se propager dans le milieu interplanétaire. Donc tout ça, c'est de la recherche fondamentale. Quand on fait de la physique solaire, en fait, on a beaucoup d'observations, beaucoup d'informations, et on est obligé de développer beaucoup de modèles, et pour certains, beaucoup de simulations numériques aussi, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de cet objet complexe. Donc, quand on fait de la recherche en physique solaire, il y a aussi beaucoup d'aspects qui sont liés, par exemple, à la physique des plasmas. Des plasmas naturels tels qu'on ne reproduit pas nécessairement dans les laboratoires. Donc ça, c'est une des motivations. L'autre motivation, c'est que le Soleil, il influence aussi notre environnement terrestre. Alors,
ici, vous avez, alors c'est un peu compliqué cette diapo, ici, c'est superposé sur une image du Soleil, toujours vue par SDO. Donc là, on a une espèce de protubérance, et ça vous montre la Terre par rapport à la taille du Soleil et de ces objets qui sont éjectés dans le milieu interplanétaire. Donc, quelques phénomènes qui sont liés à l'activité solaire et qu'on connaît depuis longtemps sont les aurores boréales. Donc ça, c'est effectivement lié par un processus complexe à quelque chose qui se passe sur le Soleil. Ça, ce sont des phénomènes qui sont assez jolis à voir, mais on sait maintenant qu'il y a d'autres effets qui sont un peu plus nocifs, qui sont liés à l'activité solaire et qui sont représentés ici sur ce schéma et qui sont liés au fait que notre société, notre façon de vivre, elle est de plus en plus basée sur de la technologie. Par exemple, il y a il y a 20 ans, on n'utilisait pas les GPS. Maintenant, tout le monde utilise les GPS. On utilisait beaucoup moins les satellites pour toutes sortes d'applications. Or, maintenant, on les utilise beaucoup. Et on sait que quand il y a de l'activité solaire, on sait maintenant que ça peut entraîner des perturbations sur les GPS, des panneaux de satellites qui sont endommagés. Et donc, il y a une partie de la recherche que l'on fait qui a aussi, quelque part, pour but de comprendre aussi les perturbations qui sont liées à l'activité solaire pour ces outils technologiques qu'on utilise. Et donc ça a donné naissance à à ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Alors ne pas confondre avec météorologie spatiale, parce que la météorologie spatiale, ça veut dire en fait l'utilisation de satellites pour faire de la météorologie terrestre, quel temps il fera demain. Tandis que la météorologie de l'espace, ça veut dire essayer de comprendre, de prévoir l'état de l'environnement terrestre, par exemple de la couche ionisée de l'environnement terrestre qui va avoir des implications, par exemple, sur les communications radio entre, par exemple, des satellites et le sol. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant un petit peu plus en détail sur un certain nombre d'observations et je vais essayer de vous donner des explications assez simples. Alors, donc, on va s'intéresser essentiellement à l'activité solaire. Donc là, je vous remontre à nouveau ce film. Donc là, vous avez les différentes couleurs. Donc, ce qui est en rouge, c'est du plasma à 2 millions de degrés. Et ce qui est en bleu, c'est plutôt froid. Enfin, froid, c'est 60 000 degrés. Donc, les phénomènes qui sont liés à l'activité solaire, en fait, se passent dans l'atmosphère du Soleil, un petit peu au-dessus de la surface. Alors, je vous rappelle que le Soleil n'a pas une surface rigide, comme toutes les étoiles. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on appelle surface, c'est l'endroit à partir duquel le rayonnement, et en particulier le rayonnement visible, peut se propager. Donc, la surface, c'est ce qu'on voit, nous, à l'œil nu. Donc, les phénomènes liés à l'activité solaire, ils ont plutôt tendance à avoir lieu un petit peu plus haut que la surface, dans l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle aussi, dont une partie est la couronne. Alors la couronne du Soleil, c'est quelque chose que l'on connaît bien ici à l'IAP, parce qu'il y a une grande tradition d'observation d'éclipses ici à l'IAP, et là vous avez en particulier donc, une observation d'une éclipse totale en Iran qui a été faite par Serge Kouchmi. Et donc, ça, c'est pour vous montrer que si on n'a pas de coronographe, en fait, le seul moment où on peut observer l'atmosphère du Soleil, c'est quand il y a des éclipses totales de Soleil. Et ça n'arrive pas tous les jours. Donc, mais malgré tout, la qualité des images est absolument extraordinaire quand on a des observations d'éclipses. Mais si on n'a pas de telles observations, eh bien on va observer la couronne avec donc les coronographes, ceux dont je vous ai déjà parlé.
Et ici, donc, cette image vous montre en fait à quoi ressemble l'atmosphère du Soleil quand on fait la combinaison entre des observations d'éclipses et ici une observation coronographe. On revoit donc ce dont je vous ai déjà un peu parlé, donc les jets coronaux. Et en fait, donc, ces structures que l'on voit dans l'atmosphère du Soleil, pourquoi c'est structuré? En fait, c'est structuré parce qu'il y a du champ magnétique. Donc, ce que l'on observe quand on observe des structures dans la couronne, on observe la façon dont le champ magnétique est organisé dans l'atmosphère du Soleil. Alors le champ magnétique, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à concevoir. J'ai un petit peu plus loin quelque chose qui montre l'analogie entre finalement la matière du Soleil, la matière ionisée et chaude de la couronne qui va suivre les lignes de champ magnétique et tracer nos lignes de champ magnétique, et la limaille de fer dans les classes ou au laboratoire, je ne sais pas si on fait encore ça, la limaille de fer qui va tracer les lignes de champ magnétique d'un aimant. Donc là, il faut voir que la matière solaire va tracer les lignes de champ magnétique. Donc c'est ce qu'on observe quand on observe donc, ces structures. Donc l'atmosphère du Soleil, on l'observe naturellement lors des éclipses, mais en fait maintenant on sait que cette atmosphère, elle est plus chaude que la surface du Soleil. La surface du Soleil, elle est à 5800, 6000 degrés. La couronne du Soleil, comme je vous l'ai dit, elle est à 1 million de degrés. Et ça, c'est un des problèmes de physique solaire, mais aussi stellaire, parce qu'il y a d'autres étoiles qui ont aussi des couronnes plus chaudes que la surface. Donc cette couronne, c'est un plasma donc, chaud, de la matière ionisée, chaude, température de plus d'1 million de degrés, plus chaude que la surface, structurée par le champ magnétique et qui est bien observée dans des rayonnements ionisants X-UV et aussi en ondes radio. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est des observations de la couronne du Soleil, toujours avec SDO. Ça, c'est le film d'avant-hier. Donc, vous voyez que d'abord que le Soleil tourne un petit peu sur lui-même. Et puis, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des régions qui sont brillantes, qui sont associées aux régions actives, comme je l'ai déjà dit, des régions qui sont sombres, ici, ce qu'on appelle les trous coronaux. Et puis, il y a des modifications de l'aspect de cette couronne au cours de la journée. Donc ça, c'est lié à l'activité solaire. C'est ce qu'on appelle l'activité solaire. Donc, cette couronne qui est observée en rayon X, et dont on voit l'activité en rayon X, elle a été également observée par un satellite japonais entre les années 1996 et 2006. Et là, ce que vous voyez, c'est l'évolution de la couronne. Il y a à peu près une image qui a été choisie par an. L'évolution de l'aspect de la couronne solaire entre 1996 et 2006. Et vous voyez que la couronne est quelquefois très brillante. Par exemple, en 2001. 2001, en fait, ça correspond au maximum d'activité solaire. Donc, vous savez peut-être que quand on regarde le nombre de taches à la surface du Soleil, que l'on compte les taches, ce nombre de taches varie avec le temps, avec une période qui est de l'ordre de 11 ans. Mais ce n'est pas un cycle parfait. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Ici, vous avez le nombre de taches à la surface du Soleil. 2001, on est ici, c'est le maximum d'activité. Et vous voyez ici cette couronne qui est extrêmement brillante, avec beaucoup de régions actives. Au contraire, 96-2006, on est dans le trou ici, au minimum d'activité. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'au minimum d'activité solaire, la couronne est moins brillante, donc ça veut dire qu'elle est plus froide en moyenne. Il y a moins de régions actives, donc il y a moins de concentration de champs magnétiques à la surface du Soleil de type tache. Et il y a moins d'activité. Alors là, c'est un petit peu moins joli, mais c'est peut-être
c'est une autre façon d'étudier les éruptions et de les caractériser. Et c'est quelque chose qui est très utilisé pour les gens qui font de la météorologie de l'espace. Donc ce qui est représenté ici, c'est la quantité de lumière émise par tout le Soleil dans 2 bandes de rayonnement X en fonction du temps. Ici, vous avez une journée, 2 jours, 3 jours. Bon, ça, c'est en 2005. Bon, c'est un exemple que j'ai pris. Ce que vous voyez, on n'a qu'à regarder simplement la courbe rouge, c'est que le flux solaire, quand le Soleil est actif, varie énormément au cours du temps. Et puis, par exemple, ici, si vous regardez cet instant, vous voyez, ici, ce sont des échelles logarithmiques. Donc, vous avez un facteur 10 entre chaque graduation. Ce que vous voyez ici, c'est que le flux X du Soleil a été multiplié par 1000 en quelque chose comme une dizaine de minutes. Et donc ça, c'est une autre façon d'observer les éruptions solaires qui, traditionnellement, avaient été observées en optique, en H-alpha. On peut aussi caractériser, observer les éruptions en utilisant les rayons X. Et à l'heure actuelle, il y a des satellites de surveillance de l'activité, des satellites Gauss, qui observent de façon permanente le Soleil. Et ce type de rayonnement, c'est ce qui nous permet de caractériser le niveau de l'éruption. Donc par exemple ici, celle-là, on dira qu'elle est de classe X9, parce qu'ici on a la bande qu'on va appeler X, et donc c'est 9 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré dans cette bande d'énergie. Donc ça, c'est des grosses éruptions. On a observé en 2003, octobre-novembre 2003, des très grosses éruptions qui avaient des classes X30, c'est-à-dire 10 fois plus intenses que ça, et qui saturaient en fait nos détecteurs. Alors le Soleil est extrêmement variable en termes d'activité, parce que là, vous avez le même type d'observation en 2011. Donc vous voyez qu'on a également des petites éruptions de temps en temps, mais c'est assez faiblard. Et puis j'ai regardé comment était le Soleil hier. Et voilà les observations du Soleil hier. Donc il n'est pas très actif en ce moment. Le niveau moyen de la couronne est assez bas et il n'y a pas beaucoup de phénomènes éruptifs. Donc on ne va pas s'attendre à avoir un gros événement, un événement qui va entraîner quelque chose de très important sur l'environnement terrestre dans les jours qui viennent. Je peux me tromper, mais bon. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce champ magnétique qui est à l'origine de l'activité. Donc là, vous avez à nouveau un exemple de taches qui sont sombres et qui sont liées à la concentration de champ magnétique. Alors nous, on utilise des Gauss. Donc c'est l'unité traditionnellement utilisée par les physiciens solaires. Donc dans les taches, on a des champs de l'ordre d'1 millier de Gauss. Et en fait, ça correspond à des concentrations de champs magnétiques de l'ordre de 10 000 fois celui de la Terre. Ces champs magnétiques, ils existent, ils sont vus dans les régions actives, ils sont concentrés dans les régions actives, en voilà une. Mais vous voyez qu'il y a du champ magnétique un petit peu partout. Alors, ce qui va être à l'origine des éruptions, en fait, ça va être lié au fait que quand on regarde des régions actives qui vont donner de nombreuses éruptions, le champ magnétique est beaucoup plus compliqué qu'un simple dipôle magnétique. C'est-à-dire qu'on a, ici vous avez en noir et blanc, ça vous donne les polarités du champ qui sort de la surface du Soleil et qui rentre. Donc ici ça pourrait être noir, et ici ça pourrait être blanc. Ce que l'on observe, c'est que dans les régions où vous avez beaucoup d'éruptions, en fait, il y a également des endroits où vous avez des petites polarités blanc et noir qui sont mélangées. Et donc, ces polarités parasites, c'est ça qui peut vous expliquer le fait qu'il va y avoir une instabilité dans l'atmosphère solaire et la possibilité d'avoir des éruptions. Alors,
Donc, ça, je vais passer à ces explications. Donc là, c'était voilà, un film qui vous montre donc une éruption observée en H-alpha. Et ici, cette image ici, ça vous montre le champ magnétique dans une région active. Donc c'est un zoom sur une région active avec donc des champs magnétiques qui sont concentrés ici avec une certaine polarité, moins par exemple, ici plus. Et vous allez voir que si on laisse défiler les images, enfin les mesures de champ magnétique, on voit que dans cette région active, donc à la surface du Soleil, il y a énormément de mouvements des structures magnétiques qui vont se déplacer dans la région. Vous voyez qu'il y a des endroits où d'un seul coup ici j'ai une petite polarité blanche, noire, et ensuite elle va disparaître. Alors, comment on peut comprendre de façon simple ce qui se passe quand on a des lignes de champ magnétique de polarité opposée qui sont poussées l'une vers l'autre par les mouvements de matière? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir... alors ça, c'est très simple à mes explications, là. Mais on va avoir un phénomène qui est très important en physique solaire, mais aussi en physique de l'environnement terrestre, qui est le processus de reconnexion magnétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Reconnexion magnétique, ça veut dire en fait changement de connexion magnétique. Alors, qu'est-ce qui se passe par exemple? Je vous ai dit que donc on peut imaginer que dans les régions actives, on a des polarités de champ magnétique, du champ positif, du champ négatif. Donc ça vous fait... donc ici, ce qu'on a représenté, c'est un aimant, un pôle nord, un pôle sud, et des lignes de champ magnétique qui vont joindre les deux polarités. Quand vous avez des polarités, des petites polarités parasites qui émergent dans la région active, c'est comme si vous rajoutiez des aimants entre les deux aimants principaux. Donc c'est ce qui est illustré ici. Ça va perturber en fait le champ magnétique de l'ensemble. Si en plus vous imaginez que, par exemple, le pôle sud ici, à cause des mouvements de matière, il va être obligé de se rapprocher du pôle nord, eh bien, c'est ce qui est illustré en bas sur mon film. Vous allez avoir des champs magnétiques de direction opposée qui vont se rapprocher et à un moment, les lignes de champ magnétique vont changer de configuration, se reconnecter. Et dans ce processus qui est observé dans les plasmas, on sait que l'énergie qui était contenue dans le champ magnétique va pouvoir être transférée à des mouvements de matière, à de l'accélération de particules, à du chauffage. Et c'est ça, alors là c'est très simpliste ce que je vous explique, mais c'est ça en gros, avec les mains, les processus qui se passent dans l'atmosphère du Soleil et qui vont pouvoir donner lieu aux éruptions. En gros, on a des champs magnétiques compliqués, on stocke de l'énergie dans des champs magnétiques compliqués, et parce qu'il y a des mouvements de matière qui vont pousser les lignes de champ les unes contre les autres, il y a un moment où on va pouvoir déclencher ce processus de reconnexion et libérer, transformer de l'énergie magnétique en autre chose. Et c'est ça qui va donner lieu aux éruptions, aux éjections de masse coronale. Alors, je vous ai parlé donc d'éruptions solaires et d'éjection de masse coronale, donc qui sont ces nuages qui se propagent de la surface du Soleil dans le milieu interplanétaire à des grandes vitesses. En fait, la question que l'on se pose, physiciens solaires, c'est est-ce que les phénomènes sont liés ou non? Parce que les éruptions, je vous ai dit, ça se passe dans les régions actives. Donc en fait, ce sont des phénomènes qu'on va dire à petite échelle sur le Soleil, alors que les nuages magnétiques, comme vous l'avez vu sur les films, sont des phénomènes à grande échelle qui vont affecter une grande partie de l'atmosphère solaire. Donc est-ce qu'il y a un lien entre ces phénomènes à petite échelle et les phénomènes à grande échelle? Alors, en fait, comme je l'ai mis ici, la relation entre ce qui se passe à petite échelle et ce qui se passe à grande échelle, c'est toujours objet de
de débat, parce que souvent, on observe les deux en même temps. Et en fait, les deux processus, de toute manière, vont être liés à ce stockage d'énergie magnétique dans l'atmosphère solaire et à cette transformation de l'énergie magnétique. Alors ici, là encore, je vous ai mis un film qui va un petit peu illustrer mon propos. Alors, comme toujours, ici, on a la combinaison de différents instruments. Ici, vous allez voir, on va commencer par se rapprocher de la surface du Soleil. Donc au début, vous allez voir le champ des coronographes, avec ici des éjections donc, de masse coronale. On va zoomer sur le Soleil. Voilà, je vais m'arrêter ici. Ici, ce serait donc le disque solaire tel qu'on pourrait l'observer avec une lunette. Et on voit que pour ce jour-là, vous avez des taches, j'espère que vous les voyez, les taches à la surface du Soleil. On va se zoomer sur cette région, sur cette tache, parce qu'il va y avoir une éruption solaire que l'on va observer dans les différents instruments. Voilà le phénomène éruptif. Vous voyez qu'il y a ça correspond donc à des régions qui vont devenir brillantes, donc des arches, des structures qui vont devenir brillantes. Et puis à partir donc de cette région où vous avez l'éruption, vous allez voir la naissance d'une éjection de masse coronale. La voilà. Donc ça montre bien qu'en fait, il peut y avoir un lien entre ce qui se passe à petite échelle, à l'échelle solaire dans la région active, et ce démarrage d'éjection de masse coronale. Donc ici, cette éjection de masse coronale que l'on commence à voir sur le bord ouest du Soleil va se propager. La voilà dans le champ de l'autre coronographe. Et puis, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir une espèce de pluie, de neige sur les instruments. Donc, et ça, en fait, ça vous montre l'arrivée des particules énergétiques, des protons, qui sont accélérés au niveau du Soleil lors de l'éruption, qui ont ensuite suivi le champ magnétique qui relie le Soleil à la Terre, qui arrivent sur les instruments et qui impactent les CCD des coronographes. Donc ça, ce type de film vous montre directement les effets du Soleil sur les instruments eux-mêmes. Donc ça vous montre que quand on a une éruption à la surface du Soleil, on peut avoir cette éruption, ce nuage magnétique, et ensuite des particules qui arrivent également au niveau de l'orbite terrestre. Alors, donc ce qui nous intéresse, c'est donc de comprendre comment sont initiées les éjections de masse coronale, comment elles vont se propager du Soleil à la Terre. Et je vous ai déjà expliqué qu'en fait, on avait, à l'heure actuelle, la possibilité de voir les phénomènes du Soleil sous différents angles de vue. Alors, quand on observe, par exemple, cette image que je vous ai déjà montrée X fois, en fait, elle est obtenue à partir d'un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Donc, on voit le Soleil le long de cette direction. Et en fait, ce n'est pas facile de voir quand on est... Enfin, si je suis le satellite et que j'ai quelque chose qui vient vers moi, ce n'est pas forcément facile d'en analyser les propriétés quand ça se propage vers moi. C'est beaucoup plus facile si je le vois sur le côté. Et donc, c'est ce qu'on fait en utilisant, par exemple, les observations pour la même structure, pour la même éjection de masse coronale. Si on utilise les observations du satellite, des satellites stéréo, qui voilent le Soleil, cette fois, sur le côté. Donc, en fait, ici, vous avez une vision vue de la Terre de cette bulle donc, qui part du Soleil et qu'on observe avec l'instrument SDO. Et ici, vous avez, là, c'est une vue de côté, donc la Terre est là et stéréo est là. Donc, vous voyez sur le côté
la bulle de matière qui part du Soleil et qui continue à se propager loin du Soleil, dans le milieu interplanétaire, éventuellement jusqu'à l'orbite terrestre. Et donc, en combinant les observations de ces différents satellites, on peut remonter à la cinématique à 3 dimensions des objets, la forme des objets, enfin, à peu près, et également la masse de ces objets. Donc ça, c'est l'apport des observations multidirections. Donc là, je continue à expliquer que ce n'est pas facile donc de voir les objets qui viennent sur nous avec les coronographes, parce qu'on voit surtout ceux qui partent sur le côté, sauf si l'observateur, l'instrument est déjà sur le côté. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, c'est l'apport des sondes stéréo pour la compréhension de ces phénomènes, c'est non seulement d'avoir ces imageurs héliosphériques qui sont extrêmement nouveaux et qui permettent de suivre la propagation des nuages magnétiques depuis le Soleil jusqu'à très loin, voire au niveau de la Terre, et également d'avoir donc ces angles de vue, par exemple à 90 degrés de ce qui se passe sur le Soleil, et donc d'avoir cette vision à 3 dimensions. Alors, je vous avais dit au début qu'en physique solaire, ou en physique de l'héliosphère, on a la possibilité de combiner ce qui est imagerie avec des mesures in situ. Alors là, c'est un exemple peut-être un peu compliqué, mais de ce que l'on peut faire en combinant donc les instruments de type imagerie à des mesures in situ. Alors, je vais arrêter 3 minutes et vous expliquer ce que l'on observe. Alors, en fait, ici, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que vous avez le Soleil ici, c'est le bord du Soleil. Ici, on a la Terre. Et ici, on a des images obtenues à partir donc, des instruments stéréo. Ça, c'est le coronographe interne. Le coronographe un peu plus externe. Donc là, vous voyez les structures de la couronne, un jet. Et ici, vous avez les images de l'héliosphère, de l'imageur héliosphérique, un peu plus loin du Soleil. Et ici, vous avez l'image de l'héliosphère du milieu interplanétaire quasiment à l'orbite terrestre. Un peu en amont de la Terre, au point de Lagrange-L1, on a d'autres satellites qui mesurent la densité du plasma. Et c'est ce qui va être montré ici. Alors, ce que vous allez voir, c'est que bon, quand c'est vert, c'est une façon de représenter, le plasma qui arrive n'est pas très dense. Et quand c'est rouge, c'est qu'il y a l'arrivée d'un front dense en provenance du Soleil. Alors, ce que j'espère que vous pourrez voir, c'est que, voilà, on voit la propagation de cette structure-là. On la voit maintenant très bien dans le champ de l'héliosphère interne. Ici, on est toujours dans le vert. Je continue. La voilà qui arrive dans le champ de l'héliosphère plus externe, plus proche de la Terre. Le front, il est ici. Et vous avez vu que là, maintenant, la densité du milieu en amont de la Terre a changé. On est presque au rouge. Et à un moment, ça a passé carrément dans le rouge, quand le front est arrivé. Donc vous voyez, quand on arrive à combiner en fait des images de ce qui provient du Soleil avec des mesures in situ. Bon, ce n'est pas absolument trivial de faire ça et c'est probablement pas forcément très facile de comprendre comme ça sur un film, mais c'est quand même assez extraordinaire qu'on puisse arriver à ce type de résultat. Alors, là, je vous ai montré beaucoup d'images, de très jolies images du Soleil, parce que ça, c'est quand on fait de la coronographie. J'ai commencé à vous expliquer qu'on pouvait faire le lien entre
les structures qu'on voit qui partent du Soleil et ce qu'on mesure quasiment au niveau de l'orbite terrestre. Et alors là, c'est beaucoup moins joli ce qu'on mesure au niveau de l'orbite terrestre parce que c'est des mesures de paramètres. La densité, le champ magnétique, la température du milieu. Donc c'est beaucoup moins joli à voir. Et en plus, comme c'est montré ici, il faut qu'on arrive à comprendre, finalement, à reconstituer le lien entre ce qu'on voit dans le champ des coronographes, donc ce qu'on appelle éjection de matière coronale, et ce qu'on va mesurer par un satellite quasiment à l'orbite terrestre quand cette structure va arriver sur le satellite. Alors juste pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est beaucoup moins joli que les images du Soleil. Donc ça c'est un schéma qui vous montre le Soleil, à quoi ressemble donc une représentation schématique d'une éjection de masse coronale. Donc c'est un champ magnétique torsadé, voilà notre représentation, précédé par un choc, parce que ça va très vite, c'est super sonique, super alvénique dans le milieu interplanétaire. Donc voilà la représentation, et voilà à quoi ça ressemble quand on mesure les paramètres. Donc là c'est le temps, mais ça c'est le temps, ça veut dire le temps de mesure au satellite. Et en fait vous avez la structure qui passe au niveau du satellite. Les courbes en haut c'est des champs magnétiques, ici c'est la vitesse du flot. Donc vous voyez que vous avez une augmentation de vitesse qui était à 250 km par seconde, qui passe à 500 km quand le choc arrive au niveau du satellite. Vous avez des augmentations de température et de densité. Et donc vous avez tout un tas de modifications des paramètres locaux qui sont liés au passage de ce nuage magnétique. Bon. Voilà à quoi on peut s'amuser quand on essaye de faire le lien entre ce qu'on observe au niveau du Soleil et ce qu'on va mesurer dans le milieu interplanétaire, au niveau de la Terre. Alors, donc, on s'amuse à faire tout ça parce que, comme je l'ai déjà dit, une fois que l'éjection de masse coronale va arriver au niveau de la Terre, ça va avoir des effets. Donc là, c'est une petite animation qui vous montre donc l'arrivée du nuage magnétique sur le champ magnétique de la Terre. Donc ça va comprimer et éventuellement modifier les lignes de champ en amont. Il va y avoir des processus qui vont avoir lieu également en aval de la Terre, dans la queue de la magnétosphère. Des processus là encore de reconnexion magnétique, accélération de particules qui vont remonter les lignes de champ jusqu'à arriver au niveau dans l'atmosphère de la Terre. Ça va exciter les molécules d'azote et d'oxygène qui sont dans l'atmosphère terrestre et être, par exemple, responsable des aurores boréales. Donc voilà un lien un peu compliqué entre activité solaire et les aurores boréales. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est donc d'avoir des mesures en amont ici pour comprendre comment tout ça va se passer. Alors, je vois que le temps passe. Je voulais dire quelques mots sur le Soleil qui accélère aussi des particules. Vous avez vu des exemples donc, de ce que font les particules. Donc, c'est des électrons, des protons donc, qui sont accélérés, donc qui gagnent de l'énergie. C'est comme le Soleil est comme un accélérateur, comme dans un laboratoire. Le Soleil est capable d'accélérer des particules jusqu'à des énergies relativistes, ce qui est assez surprenant pour une petite étoile qu'on croit aussi gentille que la nôtre. Et comprendre comment les particules sont accélérées, ça c'est encore des sujets de recherche physique fondamentale pour la physique solaire et pour l'univers en général. Mais si on s'intéresse maintenant aux effets sur la Terre, c'est aussi important de savoir comment les particules qui sont arrivées, qui sont accélérées lors des éruptions ou lors des éjections de masse coronale vont pouvoir arriver au niveau de la Terre, en particulier dans les couches les plus basses de l'atmosphère, parce qu'il peut y avoir des effets là aussi sur les panneaux de satellites, j'ai déjà dit, mais aussi
sur les astronautes. Alors, ce que l'on voit, ce que je vous ai représenté ici, ici sont les courbes du Soleil, du flux X, où on avait l'éruption tout à l'heure, l'éruption X9. Et ce que vous voyez en bas, c'est la mesure des protons d'énergie. Alors on utilise des énergies un peu compliquées, le mégaélectronvolt. Donc ce serait l'énergie gagnée par un proton dans un potentiel du mégavolt. Donc ici on a des signatures des protons qui arrivent au niveau de la Terre à des énergies qui, la courbe verte, c'est 100 mégaélectronvolts. Et ce que vous voyez, c'est qu'en liaison avec l'éruption, et quasiment immédiatement, on a le flux de protons qui augmente d'un facteur 10 000 au niveau de l'arrivée, au niveau de l'orbite terrestre. Donc vous voyez, le Soleil peut accélérer des particules extrêmement vite. Et c'est une des difficultés probablement les plus grande d'être capable de prédire ce genre d'événement. Alors on raconte toujours que les astronautes, non je ne sais plus si c'était des astronautes, des cosmonautes, quand ils ont été sur la Lune en 72, ils ont eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu des éruptions solaires en août 72. Et s'ils avaient reçu de telles doses, l'émission n'aurait pas été un tel succès. Donc si on veut dans le futur, penser à des futures missions interplanétaires, aller sur Mars, etc. Il est clair qu'il faut qu'on comprenne un peu plus, et c'est très difficile, mais qu'on comprenne un peu plus comment ces particules sont produites, est-ce qu'on peut les prévoir et comment elles se propagent dans le milieu interplanétaire. Parce qu'une des surprises, donc là je vais passer assez vite là-dessus, mais une des surprises des observations avec les sondes stéréo, c'est que, alors qu'on croyait que c'était simple la façon dont les particules se propageaient du Soleil à la Terre, qu'elles suivaient juste les lignes de champ, et donc si on était quelque part bien connecté magnétiquement au Soleil, on aurait les particules, mais si on n'était pas, on n'aurait pas de particules. Eh bien, ce qu'on a vu avec stéréo, c'est que quand on a un événement à particules solaires, eh bien, il peut y avoir une extension de ces processus sur des angles de l'ordre de 180 degrés, c'est-à-dire qu'il y a des particules un peu partout. Donc ça pose encore des problèmes supplémentaires sur la compréhension donc, de la propagation des particules et de la façon dont elles vont arriver sur Terre ou ailleurs. Bon, alors je vois que le temps a passé très vite, donc peut-être que je vais dire juste quelques mots donc, sur les missions futures, Solar Orbiter, qui va se rapprocher donc, du Soleil, dont le lancement c'est janvier ou juillet 2017, bon. Donc, qui est un instrument de l'ESA, un satellite de l'ESA en collaboration avec la NASA, qui emporte 11 expériences, qui va mesurer les paramètres de l'environnement solaire à des distances d'un tiers d'unité astronomique, c'est-à-dire un tiers de la distance Soleil-Terre, 60 rayons solaires. Donc, on va mesurer le champ magnétique, la densité, la température du plasma proche du Soleil, mais également faire des observations en imagerie et en spectroscopie avec des résolutions spatiales excellentes. Donc, les grandes questions de physique solaire qu'on se pose sont ici. Et moi, je vous ai parlé essentiellement des processus physiques qui expliquent l'activité éruptive. Alors, on a aussi beaucoup de chance parce que, en même temps que Solar Orbiter, la NASA doit envoyer une sonde qui s'appelle Solar Probe Plus et qui va être encore plus proche, qui va se rapprocher encore plus du Soleil, puisqu'elle va aller dans la couronne, enfin dans la lointaine couronne solaire, alors là j'ai mis 8,5, mais je pense que j'aurais dû réactualiser ma planche parce que maintenant c'est 10 rayons solaires, parce qu'il faut imaginer que ça pose des problèmes technologiques quand même assez importants d'envoyer des instruments, des satellites dans un milieu qui est quand même assez hostile,
parce qu'il fait très chaud. Hein. Je dis, la couronne interne, c'est 1 million de degrés, alors quand on est à 10 rayons solaires, c'est peut-être que 10 000 degrés. Mais quand même, il y a un niveau de rayonnement, de radiation de particules qui est quand même assez intense, du flux UV très intense, et donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes techniques. Donc voilà, je vais m'arrêter là, comme ça on aura le temps d'avoir des questions. Donc j'espère que je vous ai montré qu'on a beaucoup de possibilités d'étudier le Soleil et son activité, qu'on a beaucoup d'observations, et qu'on voit vraiment avec la combinaison donc, des satellites qui sont autour de la Terre et des sondes stéréo, on arrive à voir le Soleil sous toutes ses faces. Voilà, merci. Bonsoir, merci. Vous n'avez pas du tout parlé du vent solaire, mais non. Que des CME. Il y a une raison, c'est moins intéressant, c'est... Non, c'est tout aussi intéressant, mais bon, il faut faire un choix. En 1 heure, je n'ai pas parlé du vent solaire, effectivement. Alors c'est vrai que le vent solaire, les éjections de masse coronale sont des perturbations du vent solaire. Le vent solaire, c'est ce qui est produit de façon continue par le Soleil. Donc c'est un flux de matière ionisée qui se propage de la surface jusqu'à la Terre, voire jusqu'aux confins de l'héliosphère. Ça a aussi de l'influence sur la Terre. Et ça a aussi une influence sur la Terre. En particulier, on sait qu'il y a plusieurs régimes de vent solaire, parce que suivant la région dont le vent solaire vient, suivant qui vient des trous coronaux, il y avait des trous coronaux tout à l'heure, suivant qui vient des trous coronaux ou des régions qui sont plus proches des régions actives, le vent solaire va avoir une vitesse différente. Le vent solaire qui vient des trous coronaux, il est typiquement à 800 km par seconde. L'autre, il est à 450 km par seconde. Alors, il y a eu beaucoup de résultats qui ont été obtenus sur le vent solaire et les différents régimes de vent solaire avec une sonde dont je n'ai pas parlé, qui était la sonde Ulysse, qui a été une sonde de la NASA, de l'ESA et de la NASA, de l'ESA, qui a fonctionné de 1900. Là, j'ai un trou. Oui, c'est assez ancien, je crois. 96 ou 86, je ne sais plus, et qui a observé en fait le Soleil pendant au moins 20 ans. C'était une sonde qui avait la particularité de sortir du plan de l'écliptique, donc du plan du Soleil et des planètes, et de passer au-dessus des pôles solaires, mais très loin, et qui a très très bien observé les régimes de vent. Alors c'est vrai que quand vous avez 2 régimes de vent, donc le vent rapide qui vient d'un trou coronal, 800 km par seconde, qui se propage dans le milieu interplanétaire comme les CME, on a vu qu'elles se propagent, et qui rencontre le vent solaire qui est plus lent, 400 km par seconde, il va avoir tendance à pouvoir le pousser. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va créer ce qu'on appelle des régions d'interaction qui vont tourner avec le Soleil, donc des régions d'interaction en corotation. Et ces régions d'interaction en corotation, ça donne aussi des phénomènes, quand ça arrive au niveau de la Terre, enfin, d'unité astronomique, ça donne aussi des effets géomagnétiques. Donc, mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Est-ce que les phénomènes solaires sont les mêmes dans toutes les étoiles? Est-ce que vous pouvez étendre vos connaissances aux autres étoiles ou chaque étoile a son propre système? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut probablement étendre à d'autres étoiles. Par exemple, on sait maintenant qu'il y a des étoiles qui sont aussi magnétisées. On commence à mesurer le champ magnétique des étoiles. Pour le moment, on n'a pas trop observé d'étoiles avec le même type de tâches que le Soleil, parce qu'en fait, les tâches sont assez petites par rapport à la surface de l'étoile. Donc nous, on les voit bien parce qu'on est à côté, mais sur les étoiles qui sont loin, les tâches qui ont été, ou les régions de concentration de champ magnétique qui ont été mesurées, c'est plutôt des régions très très
grande par rapport à la taille de l'étoile. Donc c'est un peu différent du Soleil. Les autres analogies, c'est que, comme j'ai dit, la couronne du Soleil, elle est plus chaude que la surface. Il y a d'autres étoiles qui ont des couronnes plus chaudes. Il y a aussi des étoiles qui ont des éruptions, des sursauts X. Donc aussi, on a des sursauts X. Mais les mécanismes ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, en tout cas, pour le moment, on n'a peut-être pas bien fait le lien, parce que c'est vrai que ce qui est très important, pour les physiciens solaires, on parle toujours du champ magnétique, et on veut toujours, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais enfin, c'est parce que nous, on observe le champ magnétique, donc on veut toujours expliquer finalement les phénomènes à l'aide, à partir d'activités magnétiques et de l'existence de ces champs. Ce n'est pas forcément toujours le cas pour les autres étoiles, où il peut y avoir des processus de gravitation qui sont plus importants. Mais les champs magnétiques, j'en profite, j'ai le micro. Oui. Les champs magnétiques varient beaucoup d'une étoile à l'autre. On a une idée des champs magnétiques sur les autres étoiles, c'est très différent. Il y a des étoiles qui ont les champs magnétiques qui sont mesurés. Alors je ne sais plus comment c'est mesuré. Par exemple, il doit y avoir une expérience au pic du Midi qui a mesuré pas mal de champs magnétiques. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais bon, c'était au pic du Midi. Ils ont mesuré des champs magnétiques sur plusieurs étoiles. Et c'est vrai que les tâches en général sont très grosses. Les champs magnétiques sont très forts par rapport au Soleil. Donc quand je dis le Soleil, c'est une étoile magnétique active, en fait, oui, mais par rapport à ce qu'on observe sur les autres étoiles, ce qu'on peut observer à l'heure actuelle, les champs sont faibles. Donc ils seraient difficilement détectables sur des étoiles beaucoup plus loin. Après, sur tout ce qui est processus, éjection de masse coronale, etc., on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. Ça peut exister. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, puisqu'on a commencé à découvrir de plus en plus d'exoplanètes, et que la question se pose des planètes habitables. C'est vrai qu'il y a des sujets, des recherches qui sont développées à l'heure actuelle pour savoir comment la vie, par exemple, pourrait se développer sur des planètes si l'étoile, par exemple, était une étoile comme le Soleil, mais un peu plus violente, avec des éjections de masse coronale très brutales qui arrivent sur la planète. Et c'est clair que nous, on a de la chance parce qu'on est protégé par le champ magnétique, qui non seulement dévie le vent solaire, freine les éjections de masse coronale et empêche une partie des particules énergétiques d'arriver jusqu'à la Terre. Il n'y a que les plus énergétiques qui y arrivent. Et elles ne sont pas trop nombreuses. Bonsoir madame. Deux questions. La première, au début de votre conférence, sur une vue très grossie, enfin tout est relatif, du Soleil, apparaissent donc les éruptions solaires. On pourrait dire qu'elles apparaissent comme une forme de respiration du système. Est-ce que, à une fréquence cyclique, est-ce que le rythme de cette fréquence a été accéléré ou diminué, ou est réel à des fins pédagogiques ou à d'autres fins, ou est-ce que c'est la fréquence réelle de ces éruptions? Et deuxièmement, a-t-on étudié, parce qu'en fait les effets du Soleil agissent, mais ils n'ont pas l'intelligence de différencier ce sur quoi ils agissent. A-t-on étudié les effets éventuels du rayonnement sur les êtres vivants, notamment les populations humaines, sur une certaine calotte, enfin sur une certaine calotte équidistante du pôle magnétique? Est-ce que les êtres vivants subissent des effets mesurés Oui. Bon, alors, il y a plusieurs questions. Merci. Alors, d'une part, le côté régulier, je me demande si c'est pas parce que mes films bouclaient. Donc, c'est peut-être ça ce que vous avez vu. Parce que c'est vrai que j'ai fait passer mes films en boucle. Donc, c'est peut-être ça, je n'en sais rien. Après, est-ce qu'il y a un cycle? Alors c'est vrai que pour les éruptions, c'est lié au nombre de tâches sur le Soleil. Enfin, plus il y a de tâches, plus il y a d'éruptions. Et donc ça, on sait que ça suit un petit peu le cycle de 11 ans. Mais comme on l'a entendu, et vous avez peut-être
vu ça dans d'autres journaux ou d'autres conférences, le cycle du Soleil n'est pas si régulier que ça, puisque le cycle actuel, on a cru à un moment qu'il allait être très très calme, ce qui n'est pas complètement vrai. Donc ça, c'est le côté cyclique des éruptions. Si on a une région active, il n'y a pas vraiment de caractère périodique des éruptions. On sait que, on sait que quand il y a eu des grosses éruptions dans une région active, il y a plus de chances d'en avoir des grosses après. Donc ce n'est pas forcément facile comme outil de prédiction, parce qu'il faut attendre d'en avoir une pour se dire c'est une région qui risque d'en avoir d'autres. Mais en fait, c'est lié à la complexité. Pour avoir des grosses éruptions, il faut que le champ magnétique de la région active soit très compliqué. Donc une fois qu'il est très compliqué, eh bien, la région active va donner lieu à des éruptions qui peuvent se succéder. Alors, sur la réponse aux effets, alors, comme j'étais trop bavarde, je n'ai pas pu parler des effets. Alors, ça vous me donnez l'occasion d'en parler un petit peu plus. Donc, la question, c'était les particules. Alors, je vais plutôt vous montrer ça, celle-là. En fait, donc, la Terre est protégée par son champ magnétique. C'est ce qui est illustré ici. Et en fait, les particules du vent solaire, qui ne sont pas très énergétiques, elles vont être déviées par le bouclier magnétique. Il n'y a que les particules relativistes, donc des particules très énergétiques mais un peu moins nombreuses, qui, elles, vont pouvoir traverser la barrière magnétique. Et essentiellement, l'endroit le plus facile pour rentrer dans l'atmosphère terrestre, c'est par les pôles. Donc là où le champ magnétique de la Terre est ouvert vers l'extérieur, donc les calottes polaires, plus ou moins. Et donc là, effectivement, c'est par là qu'on va avoir le plus de particules énergétiques d'origine solaire ou d'origine galactique d'ailleurs, qui peuvent rentrer dans l'atmosphère terrestre. Cependant, on a le champ magnétique qui nous protège, mais on a aussi une couche d'atmosphère entre nous et l'extérieur. Donc là aussi, il y a une grande partie des particules qui vont être arrêtées par l'atmosphère. D'ailleurs, ça va créer une couche ionisée de l'atmosphère terrestre qui est l'ionosphère. Et donc, il n'y a que quelques particules qui finalement arrivent au sol et sont les plus énergétiques. Alors, c'est vrai que quand il y a des perturbations, que quand vous avez par exemple une éjection de masse coronale, puisque j'en ai beaucoup parlé, qui arrive très vite, qui perturbe notre bouclier magnétique, il va y avoir à ce moment-là, le bouclier magnétique qui peut se rapprocher de la Terre, il peut être déformé et il peut y avoir effectivement des particules qui rentrent plus facilement dans l'atmosphère terrestre à cause de cette perturbation que naturellement. Alors, ça a des effets. Ces particules, ça a des effets sur tout ce qui est électronique, par exemple, sur les satellites, éventuellement sur les avions. Ça peut avoir quelques petits effets. Mais, et sur les humains, en fait, ça peut avoir des effets sur les gens qui sont dans la Station spatiale internationale, enfin à bord de la Station spatiale internationale. Et c'est vrai que pour cela, quand il y a des manœuvres, par exemple avec la Station spatiale internationale, on vérifie on essaye de faire les manœuvres à des moments où il n'y a pas d'activité solaire. Maintenant, si vous avez des gens dans l'espace et qu'il y a un événement à protons, si cet événement est très énergétique, on va voir les premières particules qui vont arriver. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut qu'ils rentrent et qu'ils se protègent derrière des blindages. En ce qui concerne les humains qui vont à bord de la station spatiale, nous par exemple,
Je pense qu'au niveau du sol, on est quand même bien protégé. Par contre, il y a des mesures qui sont faites à bord des avions. Alors, on connaît bien ce qui se passe pour l'aviation civile, parce qu'à l'Observatoire, donc, on a un service qui donne, par le biais de l'Institut de sûreté nucléaire, de radio et de sûreté nucléaire, on leur envoie des informations sur les mesures de particules secondaires qu'on mesure avec des moniteurs à neutrons au niveau du sol, donc les radiations en fait. Et à partir de ça, ils recalculent les doses qui peuvent être reçues, qui sont reçues par le personnel navigant, parce qu'il y a des règles européennes qui disent qu'on doit surveiller finalement les doses reçues par les personnels navigants. Si vous prenez l'avion et que vous voulez savoir la dose que vous avez reçue en faisant Paris-Tokyo, par exemple, parce que là on peut passer par les pôles, il y a un site qui s'appelle Sievert, S-I-E-V-E-R-T, je n'ai pas l'adresse là, mais sur lequel vous pouvez vous connecter et voir effectivement quelles sont les doses reçues si vous avez fait Paris-Tokyo. Bon, en général, sauf, ça reste dans les limites de ce qui est légalement toléré. Voilà. Eh bien, merci Nicole.